Hey, salut à tous. Aujourd'hui des théories un peu spéciales car je vais vous présenter des théories qui ont été faites avant la fin de l'histoire de Harry Potter. Toutes les théories que je vais vous présenter sont fausses, mais on sait qu'elles sont fausses maintenant qu'on connaît toute l'histoire. Au moment où ces théories sont nées, elles avaient du sens et les 7 tomes n'étaient pas encore sortis. Première théorie. Dans le tome 5, Dudley Dursley a embêté un jeune garçon de 10 ans nommé Mark Evans. Harry en a pris sa défense. La théorie dit que Mark Evans serait un cousin de Harry. En effet, on pourrait penser que Lily Evans avait un frère caché ou un cousin qui a eu un fils et qu'il a appelé Mark. Cette théorie est sympa et elle est sortie en 2004, soit un an avant la sortie du tome 6. Comme Mark n'avait que 10 ans, cette théorie émet l'hypothèse que c'est un sorcier de la famille de Harry qui allait faire sa rentrée à Poudlard l'année de ses 11 ans, soit pendant le 6ème tome, puisqu'il avait 10 ans dans le 5ème tome. Bon, vous connaissez la suite, on n'entend plus parler de ce Mark Evans, et il a dit que c'est un simple moldu et qu'il n'a aucun lien de parenté avec Lily Evans, bien qu'ils aient le même nom de famille, c'est un pur hasard. Deuxième théorie. Ok, cette théorie peut paraître un peu folle, et elle l'est. On est tous d'accord, on sait tous que McGonagall est gentille. Mais avant la sortie du 7ème tome, un fan avait eu l'idée de cette théorie, et il avait avancé pas mal d'arguments qui sont plutôt cohérents. Déjà, contrairement aux 4 premiers tomes, les tomes 5 et 6 n'apportent pas de grands nouveaux méchants. Il y a simplement le retour de Voldemort, et on apprend que Rogue est le prince de sang mêlé. Ombrage n'est pas une grande méchante à proprement parler, elle n'est pas du côté de Voldemort, c'est juste une connasse. Avant la sortie du 7ème tome, on s'attendait forcément à un retournement de situation de ouf. On l'a bien évidemment eu avec Rogue, mais avant de savoir, on pouvait penser que McGonagall, qui est une mange-mort, aurait pu être ce gros retournement de situation tant attendu. Passons aux arguments. Premier argument. Chaque personnage, chaque objet introduit dans l'histoire de Harry Potter a une utilité ou un but final. Rien n'est laissé au hasard. Jusque-là, elle n'a rien fait de capital pour aider l'Ordre du Phénix ou Harry Potter. Elle avait forcément un but plus important que juste rester aux côtés de Dumbledore quand il se passe quelque chose de grave. Deuxième argument. Dans le premier tome, c'est elle qui intègre Harry à l'équipe de Quidditch alors qu'il n'a que 11 ans. Il devient alors le plus jeune joueur de Quidditch depuis un siècle, et il a failli mourir lors de son premier match. Pas que lors de son premier match, je suis d'accord, mais quand même. Toujours dans le tome 1, elle donne une retenue à Harry, Drago, Neville et Hermione, et elle les envoie dans la forêt interdite, là où Voldemort se cache pour boire du sang de licorne. Les élèves envoyés en retenue ne sont pas anodins. Il y a les 2 enfants de la prophétie, une sang de bourbe et un fils de traître. Soit c'est voulu, soit c'est vraiment pas de bol quand même. Toujours dans Harry Potter à l'école des sorciers, le Golden Trio lui dit qu'ils savent pour la pierre philosophale, qui est tellement bien cachée qu'ils ne peuvent pas inventer des âneries et dire n'importe quoi dessus. Ils savent vraiment quelque chose. Comment est-ce que McGonagall réagit? Elle leur demande de rentrer dans leur dortoir, de ne rien faire et qu'ils ne s'inquiètent pas car elle va prévenir Dumbledore. Mais bon, est-ce qu'elle a vraiment prévenu? C'est quand même d'une importance capitale. Si elle était du côté de Dumbledore, elle se serait empressée de lui dire et il serait revenu immédiatement. Mais là, non. Les 3 protagonistes ont eu le temps de passer les 7 épreuves qui menaient jusqu'à la pierre philosophale et ils ont même pris leur temps. Ah oui, j'oubliais, Harry a eu le temps de se battre contre Voldemort. Ça montre bien que McGonagall n'a pas prévenu Dumbledore, donc soit c'est de l'inconscience, car il y avait danger immédiat, soit elle voulait que Harry rencontre Voldemort. Troisième argument. Dans Harry Potter et la coupe de feu. Lorsque Croupton est interrogé sous Veritaserum, il parle beaucoup de Rogue, un mange-mort sous couverture. Il veut l'effrayer, mais il ne se soucie pas de McGonagall, qui est membre de l'Ordre du Phénix quand même. À moins qu'elle soit une mange-mort, et qu'il n'a donc pas à avoir peur d'elle. Et il y a encore plein d'autres arguments, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très intéressant, cette théorie est vraiment très intéressante. Allez-y. Troisième théorie. Didi Chamboudouille a déjà fait une vidéo dans laquelle il parle de cette théorie, mais je voulais y revenir dessus. Selon cette théorie, Ron et Dumbledore qui a voyagé dans le temps, donc Ron et Dumbledore ne sont qu'une seule et unique personne. C'est une théorie qui peut sembler un peu folle maintenant que l'on connaît un peu plus l'histoire de la famille de Dumbledore, mais penchons-nous un peu sur pourquoi cette théorie existe. Selon cette théorie, dans un univers parallèle, Harry n'aurait pas vaincu Voldemort, et ce serait le chaos dans le monde des sorciers. Albus Dumbledore serait alors remonté dans le temps en prenant l'identité de Ron pour aider Harry à battre Voldemort. Comparons le physique des 2 personnages. Ron est roux, tout le monde le sait. Sauf que dans le livre Harry Potter et la Chambre des Secrets, à travers le souvenir de Jedusor, on apprend que Dumbledore était roux lui aussi. De plus, les 2 personnages sont décrits comme grands et minces, dotés d'un long nez et ils ont les yeux bleus. On sait que Dumbledore a une cicatrice au-dessus du genou gauche qui a la forme du plan du métro londonien. Or, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban,
Sirius, sous forme de chien, mord violemment la jambe gauche de Ron. Il a donc peut-être eu une cicatrice à cause de cette morsure. En dehors des descriptions physiques, les deux personnages se ressemblent un peu aussi. Ils sont tous les deux friands de bonbons, et il y a un parallèle entre ces deux personnages. La première fois qu'on voit Dumbledore, il propose un sorbet citron à McGonagall, soit une friandise. Or, la première fois qu'on voit Ron, que fait-il avec Harry? Il lui fait découvrir plein de friandises magiques. Il y a encore quelques arguments qui viennent appuyer cette théorie, mais cette théorie a été démentie par J.K. Rowling, même si on n'avait pas vraiment besoin d'elle pour savoir que cette théorie était fausse. Juste le fait que l'on connaisse la famille de Dumbledore et la famille de Ron, on se rend très vite compte qu'ils ne peuvent pas être la même et unique personne. De plus, Aberforth Dumbledore, le frère d'Albus, joue un rôle capital dans Harry Potter et les reliques de la mort, et il rencontre Ron. Si Ron était en fait Dumbledore mais plus jeune, Aberforth l'aurait forcément reconnu. Et voilà, c'est fini pour cette théorie intéressante mais fausse. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de lâcher un like si ça vous a plu, de commenter, de vous abonner, etc. etc. Et n'oubliez pas, vive Poufsouffle!